Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous dédié à la généalogie. Nous sommes en compagnie d'André Flore. Bonjour André. Bonsoir Lisa. Alors, nous allons parler aujourd'hui du village de Sarola-Carcopine puisque nous continuons bien évidemment dans cette piève. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Sarola? Qu'il est dominé par le Mont Gaude et qu'il a une vue ouverte sur la basse vallée de la Gravonne. Et qu'ensuite, c'est aussi une des plus grandes communes de la Corse du Sud par sa superficie. Qu'il est composé de deux hameaux principaux qui sont Sarola et Carcopine, mais qu'il ne faut pas oublier qu'il comprend en particulier la zone industrielle de Baleone et notamment la source de la Caldaniche, qui était déjà connue des Romains, puisqu'on retrouve des traces de cette source à l'époque romaine. Et qui sera peut-être réhabilitée, puisque Voilà. paraît-il que c'est un Il y a projet. Un projet de réhabilitation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la commune? C'est que c'est une commune certainement très très ancienne, puisqu'on y trouve d'un patrimoine archéologique de plus de 2000 ans, et on y trouve des vestiges qui vont aussi bien du néolithique au Moyen-Âge. Alors, ce qui s'est passé à l'époque, on a du mal à retrouver des textes qui en parlent, mais on sait que c'était certainement une commune qui était déjà importante à l'époque, puisque rien que par sa situation à la fois de promontoire qui surplombe la voie de passage, plus certainement les sources d'eau chaude qui contribuaient à assurer une certaine réputation à la commune. Ça a toujours été une commune très importante, puisqu'en 1818, on y dénombrait déjà 457 habitants. Et qu'ensuite, aujourd'hui, elle a vraiment augmenté, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas loin de 1400 personnes sur la commune de Sarola. En comptant Baleone, etc., bien sûr. Alors, on va parler évidemment des sources. Oui. J'imagine que là, les sources sont assez riches. Alors, non. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Elles étaient riches, mais malheureusement, il y a eu un incendie à la mairie qui a détruit une partie de ces sources avant qu'elles puissent être numérisées, malheureusement. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'aujourd'hui, il y a les registres paroissiaux, ils commencent plus qu'en 1769. Ils couvrent la période 1769-1795. Il manque l'année 1783, parce qu'un incendie dans les années 60 a détruit les registres de 1700 à 1740, avant malheureusement qu'ils puissent être numérisés. Ouais, c'est pas de chance. Pas de chance. L'état civil, il commence en l'an 7, 1797, il n'y a aucun décès en l'an 10. Alors, comme dans un paquet de communes, mais c'est certainement dû à la chute de l'Empire, 1814, 1815 et 1816 sont manquantes. Alors, en fait, du fait de l'incendie qui a détruit la collection communale, il est impossible de dire si aujourd'hui ils étaient aussi manquants dans la collection communale. Mais il y a quand même des indices, c'est que dans les tables décennales, on ne retrouve aucun acte pour ces 3 années-là. On dirait que c'est peut-être la vacance de pouvoir. Allez. Donc je pense que mais c'est pas la seule commune. Il y a beaucoup d'autres communes où sur ces années-là, par exemple Sainte-Marie-Sicché aussi, 1813 et 1815, il n'y a pas d'acte. Il y a pas mal de communes où à cette époque il y a... Manque de directives peut-être et puis avec après, l'installation du nouveau gouvernement. Je crois que c'était dû aussi à la méthode d'installation des maires, parce qu'ils étaient nommés. Ils étaient pas encore justement, élus, ils n'étaient peut-être pas encore nommés. Voilà. Alors ensuite, on retrouve un recensement de la... Alors, il y a le recensement Choiseul. Il est intitulé de la Mezzane. Il comprend deux villages, la Mezzane et Laval. Alors... il faudrait essayer de le dépouiller pour voir s'il n'y en a pas un des deux qui correspondrait plus à la partie Sarola, qui serait intégrée certainement dans la partie Mezzane, pour voir un peu, parce que c'est quand même un village qui est quand même assez important pour 1770. Donc c'est un travail que quelqu'un est en train d'essayer d'entreprendre pour faire le lien entre les familles de Sarola et ce recensement de 1770. Ensuite, on a tous ces recensements, plus d'autres qui couvrent les années 1818, 41 jusqu'à 1891, qui sont en ligne sur le site du conseil départemental. Et qu'est-ce qu'on a? Au niveau des registres de taille, on a la taille de 1726-28 qui a été photographiée par l'association Corsica Genealogy. Et là, qui est vraiment une taille importante, parce qu'on y retrouve pratiquement tous les chefs de famille du village. Et pour certains, leur famille est citée, c'est-à-dire leurs enfants... pas les plus petits, mais ceux qui commencent à avoir plus de 10 ans, on va dire, plus leur épouse, éventuellement leurs parents. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, il y a des tailles pour 1710 à 1713. Il y a une autre taille de 1665 qui est aussi intéressante parce qu'elle permet de savoir de quel seigneur dépendaient les familles. C'est-à-dire qu'on les retrouve les vassaux qui sont les vassaux des principaux seigneurs, plus les vassaux de la Sérénissime République. Donc ça permet d'avoir une idée de l'alliance politique de l'époque. Et ensuite, on a trouvé aussi à Gênes un document qui récapitule un état des âmes daté à peu près de 1727. Bon, sur Sarola, il y a quelques dispenses de consanguinité et il y avait 3 notaires.
Alors, les 3 notaires, ils couvrent les 2 spectres, en gros, des recherches, puisque le premier couvre 1687-1701, et les 2 autres, c'est plutôt les années 1806-1830 et 1914-1934. Donc, on voit qu'on... J'imagine aussi qu'ils allaient sur Ajaccio, certainement. Oui, il y a beaucoup de notaires. Ensuite, il y avait un notaire il y avait des notaires à Cutoli, mais malheureusement, les registres, ils ne sont pas conservés aux AD. Ah. Donc, je crois qu'ils sont conservés par un notaire ajaccien. Donc, ils devaient aussi pouvoir, je pense, aller pas mal chez ce notaire. D'accord. Voilà. On va peut-être passer au nom de famille. Oui. Alors, les noms de famille, il faut savoir que sur Sarola, on a une adhérente de l'association qui a commencé le dépouillement de tous les mariages. Donc, elle a fait de 1912 à 1830 à peu près. Et là, elle est en train d'essayer de continuer pour finir au moins la partie état civil. Donc, qu'est-ce qu'on trouve comme patronyme? On trouve Ambrosine, on trouve Battisté, on trouve Bianchette, Bonnard, Boros, Carcopine, puisque Casanova, Catelage. Alors, on trouve des Forciol, mais bon, à l'origine, ils sont de Forciol, mais ils se sont mariés avec des gens de la famille Sarola, je crois, ou Carcopine, de tête, je ne sais plus. Jordan, Lec, Padovan, Pancrate, Pellicine, Peralde, Petrone, Pietre, Pogge, Pétiné, les Santinach, Sarola, Stéphanie, Taver, Thor, Trinita et Ucciat. Alors, il y en a certains, on sait que les Ucciat, par exemple, on sait qu'ils viennent de Bastelica parce qu'on a trouvé la personne de Bastelica qui s'est enterrée. Par contre, il y a vraiment d'autres noms qui sont typiquement du village, comme Trinita, comme Santinach, comme bien entendu Sarola et Carcopine et Boros aussi. C'est vraiment des noms typiques du village. Merci beaucoup André, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On va continuer bien évidemment à explorer cette piève. À la semaine prochaine, au revoir. À la semaine prochaine. Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous dédié à la généalogie en compagnie d'André Flore. Bonsoir Lisa. Bonsoir André, pardon. Alors nous allons du côté de Val di Mezzane, puisque nous avons fait Sarola la semaine dernière, et puis on continue évidemment dans ce pays ajaccien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur Val di Mezzane? Qu'il est situé au bas de la Sarre à di Montalbi, cette arête qui sépare la vallée de la Gravone et celle de la Lice, et on peut dire que Val di Mezzane est aussi un lieu de peuplement très ancien. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé au lieu di Punta di Fulitele un important dolmen et sur les plus au sud une grotte qui a livré des traces d'un habitant préhistorique. Ce qu'on sait, c'est que sur cette Sarre di Montalbi s'élevait la tour du Castello Murat qui surplombait les 3 hameaux du village qui sont Op, Papopoggial et Casil. Et ces villages, on les retrouve depuis très longtemps, puisque dans les tailles anciennes, ils sont toujours séparés. C'est-à-dire on trouve la taille d'Op, Papo, la taille de Poggial et la taille de Casil. Alors, Op, Papo semble être le plus ancien, d'après ce qu'on retrouve dans les textes, et que, puisqu'on y retrouve des traces d'un oratoire Santosar qui aurait été encore utilisé au XVIe siècle, et que ce qu'on peut dire, c'est qu'à Poggial, il y avait une chapelle Santa Maria, et que le hameau de Casil, lui, s'est constitué autour d'une tour, donc certainement d'une famille assez importante. Bien sûr. Ensuite, ce qu'il faut signaler, c'est que sur Val di Mezzane, on y trouve les ruines du couvent de San Francesco. C'était datant du début du XVIe siècle. Il a été ruiné sous la Révolution, comme beaucoup d'autres couvents. Comme beaucoup, voilà. Mais il fut longtemps le lieu de sépulture des notables du Cielavo et de la Cinarca. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le nombre d'habitants? 1818, 306 habitants. Il y avait à peu près 430, 440, 450 habitants au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, c'est à peu près 360 personnes. Donc, c'est quand même une commune assez importante. Ça se maintient. Ça se maintient. Voilà. Alors, on va parler évidemment des sources. Alors, pour Val di Mezzane, les sources, elles sont... Pour les paroissiaux, elles ne commencent qu'en 1769 et elles couvrent la période 1769-1792. Et il y a un registre aussi de sépulture pour le couvent San Francesco qui couvre les années 1769 à 1776. L'état civil, il commence comme beaucoup de communes en l'an 8, 1800. Il n'y a aucun mariage pour cette année. Pour 1770, comme on l'a déjà dit pour Sarola, on retrouve ce recensement qui comprend la Mezzane et la Val, où la Val, on est quasiment sûr que c'est Val di Mezzane, et la Mezzane, il faut regarder si c'est certains hameaux de Val di Mezzane ou une partie de Sarola. Bon, ça, c'est le travail qui est en cours. Ensuite, on a tous les recensements, y compris celui de 1770, qui sont en ligne sur le site du Conseil départemental de la Corse du Sud. Au niveau des registres de taille, on a comme tous les villages quasiment de la Corse du Sud et de la Haute-Corse, on a la taille de 1726-28 qui est vraiment un document très 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 intéressant parce qu'en plus
ce que j'ai oublié de dire pour Sarola, c'est que souvent les hommes sont identifiés avec leur père et leur grand-père. Donc ça permet éventuellement de remonter 3 générations, voire 4 dans certains cas quand on a vraiment de la chance. Ensuite, on y retrouve diverses tailles qui vont de 1710 à 1718 et 1719. Et plus cette taille de 1665 qui liste les habitants du village, mais qui est très compliquée à lire parce qu'elle est baraturée, parce qu'en fait quand il y avait des gens qui décédaient, ils barraient, ils mettaient donc c'est assez difficile à lire, mais bon, avec du temps et de la patience, on arrive quand même à la lire. Ensuite, on a aussi à Gênes un document qui récapitule un état des âmes qui date de 1727 et qui correspond à chacun des hameaux. Donc quelques dispenses de consanguinité. Et il y avait un notaire sur Val de Mezzane, Angelo Antonio Catanei, et lui ce qui est intéressant c'est qu'il va de 1771 à 1817. Donc ça permet de couvrir le trou du paroissial, puisqu'on savait que le paroissial il s'arrête en 1792 et l'état civil il reprend en 1800. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les sources de Val de Mezzane, qui sont quand même, avec ce notaire, permettent d'avancer bien dans les recherches. On va parler des noms de famille, bien évidemment. Alors, les noms de famille, c'est pareil que pour Sarola, on a une de nos adhérentes qui est en train de faire qui a commencé à dépouiller les mariages. Donc là, elle s'est arrêtée, je crois, en 1830 et elle va poursuivre à son retour de son voyage à l'étranger. Donc, qu'est-ce qu'on trouve comme patronyme ? On trouve Battistel, on trouve bien entendu Casil, dont l'origine... On a bien compris, voilà, les noms des villages. Catanei, Ferrande, Lec, Marianne, Mazanel, Ondel, qui est aussi un petit hameau qu'on retrouve à un certain moment. C'est pas au commun comme nom de famille. Ouais, mais je pense qu'il y en a peut-être. Mais à un moment, on le retrouve en 1818 et je pense que c'est des gens qui venaient aussi d'un hameau parce qu'on le retrouve dans certaines tailles où il fait partie aussi des hameaux du village. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui ? Je peux pas te dire, Lisa. Ensuite, on a au pape qui. Alors, je pense que le nom s'est transformé. Il s'est certainement transformé vers pape, papi, etc. Avec le temps. Ensuite, on a Pétinel, Pietrapiane, Poggial, bien entendu l'autre hameau, Sanvit, Taver, Tommaso, Levincileone. D'accord. Voilà. Merci beaucoup André, on se retrouve la semaine prochaine. On va continuer aussi toujours dans la même piève, bien sûr. À la semaine prochaine, au revoir. Bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous dédié à la généalogie. Bonsoir André Flore. Bonsoir. Alors, nous allons aller du côté de Sari d'Orcine, puisque nous avons fait Sarola, nous avons fait Val di Mezzane. Alors, on va commencer bien évidemment par un petit historique du village. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Sari d'Orcine ? Il est situé au pied du mont San Damiano et il dispose d'une position, ce qu'on appelle stratégique. En effet, c'est le village le plus reculé, accroché à la montagne, qui en interdit l'accès, mais c'est aussi le plus ouvert sur la vallée. Donc, il a vraiment une position de bastion. En fait, la tradition, elle attribue 3 emplacements successifs au village qui a quand même gardé le nom de l'antique Ursinum qu'on retrouve sur la carte de Ptolémée. Donc, est-ce que c'était certainement l'origine éponyme certainement du village, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que Sarri fut vraiment un des soutiens forts de Jean-Paul de Lec dans sa lutte contre les Génois. Mais le village en pria le prix fort, puisqu'en 1489, 150 familles furent chassées de Sarre et de Lopigna et d'Aro vers la marine et interdites de retour vers les terres. Donc, alors, en 1491, le gouverneur génois signale que Sarre a été le premier à recevoir Jean-Paul de Lec lors de son retour et l'avait hébergé un mois. En fait, le village avait été reconstruit sans autorisation. Après la destruction des maisons en 1489, ils avaient reconstruit le village. Mais c'est vrai que les Génois se sont toujours un peu méfiés de ce village parce qu'ils estimaient que c'était un village qui apportait vraiment son soutien à Jean-Paul de Lec. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a 4 hameaux principaux. Il y a Aquenzu, Bartolacci, Arquindio et Cardiolacci. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu ? C'est qu'on peut dire que ça a longtemps abrité l'église piévane de la Cinarque, San Giovanni Battiste, et qui avait un couvent hospice franciscain qui a été fondé en 1705. Voilà. En 1770, il y a 677 habitants à Sari d'Orcine. C'est de loin le village le plus important de la Cinarque. C'est un village qui a compté plus de 1000 habitants à la fin du 19e siècle et qui compte aujourd'hui environ 350 personnes. On va parler des sources. Oui. Alors, sur Sarre, il y a vraiment une collection très intéressante, puisque la collection des registres paroissiaux, elle débute en 1689 pour se terminer en 1789.
Par contre, il y a quand même un petit bémol, c'est que si les naissances et les sépultures sont complètes, il manque malheureusement tous les mariages entre 1730 et 1770. Mais bon, ça fait un trou important. Ça fait un trou important, mais avec les naissances et les sépultures, on peut retrouver au moins le prénom des épouses. On arrivera peut-être difficilement à retrouver leur filiation, sauf si le prêtre a eu la bonne idée, comme dans certains villages, fille d'eux, voilà. Mais bon, ça, il faut se plonger dans le document, regarder. Éventuellement, il se peut que ça soit par période, en fonction des changements de prêtre, etc. L'état civil, il commence en l'an 6, 1798, et qu'il n'y a aucune naissance ou décès qui figure en l'an 8. Alors, est-ce que c'est un oubli? Est-ce que c'est vraiment la réalité qu'il n'y a eu aucune naissance ou décès à cette époque? Bon, sur un village de 600 habitants, j'ai du mal à croire qu'il n'y a aucun décès. C'est sûr. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? 1770, on trouve le traditionnel recensement Choiseul. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà 3 ou 4 feux qui possèdent un nom de famille. On retrouve le nom Olivier, on retrouve le nom Mattei, donc déjà. Bon, ce qu'on a déjà dit, on va le rappeler quand même, c'est que tous ces recensements de 1770 jusqu'à 1906, ils sont en ligne sur le site du conseil départemental, donc il suffit de faire ils sont accessibles. D'y aller, ainsi que les registres paroissiaux, les registres d'état civil, donc les gens qui... Ensuite, au niveau des tailles, on a 1726-1728 qui a été photographié à l'Archivo di Stato di Genova. Et ensuite, on a des tailles qui, c'est comme d'habitude, de 1710 à 1713, ainsi que le fameux document pour l'instant de 1765. On essaiera dans nos prochaines missions de voir s'il y en a des plus loin. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sarre, il faisait partie de l'évêché de Sagone. Donc, pour les dispenses de consanguinité, il y en a certainement, mais il faut aller voir dans l'évêché de Sagone, parce que le fonds est important et elles sont pas triées par village. Voilà. Ensuite, ce qu'on sait, c'est qu'il y avait 2 notaires qui étaient installés sur Sarre. Il y avait le premier, il s'appelait Perrette Paolo Franceschi, qui couvrait les années 1791-1817. Et ensuite, le second, il s'appelait Padovani François, il couvrait les années 1821 à 1890. On va parler évidemment des noms de famille. Voilà. Alors, les noms de famille, c'est pareil. On a toujours une autre adhérente qui fait... En fait, elle fait tout le tour, elle fait sa Rolaval, etc. Donc, petit à petit, ça va avancer. Donc, on retrouve le nom Batiochine, on a le nom Bateste, on a le nom Borgomano. Ensuite, on a Cardolac, Chinarquez. On a Farinac, Fiameng, Philippe, Gradiane. Bon, bien entendu, Mattei, puisqu'on le retrouve déjà. Olivieri aussi. Padovan, Paravisine, Perrette, Petresque, Piane, Pau, Pogge, Raffine, Stéphanie et Stéphanie. Voilà le panorama à peu près des noms. Les plus anciens qu'on peut retrouver sur Sarri d'Orcine, c'est ceux, globalement, quand on fait le comparatif entre les mariages qu'elle a dépouillés, le recensement de 1818... Qui ressortent le plus. Merci beaucoup, André. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous dédié à la généalogie en compagnie d'André Fleury. Bonsoir. Bonsoir, Lisa. Alors, on va faire 2 villages en un ce soir. Oui. On va faire 2 villages en un, on va expliquer pourquoi. C'est déjà qu'en 1770, ces 2 villages, ils ont été recensés ensemble. Et ensuite, c'est des petits villages. Donc, c'est vrai qu'au niveau de l'histoire, on retrouve peu d'informations sur ces villages. Et on s'aperçoit, quand on veut travailler, il y a beaucoup de points communs entre ces 2 villages. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que Canel, il est déjà retiré sur une butte qui domine la vallée de la Liche et il est composé de 3 petits hameaux qui s'appellent Custare, le Prugine et Santa Maria. Saint-André d'Orcine, lui, il est situé à 340 mètres d'altitude et il est composé de 4 hameaux principaux qui s'appellent Kurz, Porte, Canel et Rinzan. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on retrouve très peu d'éléments sur l'histoire de ces villages. C'est-à-dire que quand on regarde un peu dans les documents historiques, il y a peu d'informations sur les événements qui s'y sont passés, à la différence par exemple de Sarri ou de Calcatoge où on trouve plus de choses. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est qu'en 1770, ils sont recensés ensemble, il y a 243 habitants et à l'époque, c'est le 3e lieu de peuplement de la Piève derrière Sarri et Calcatoge. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple des villages comme Ambienne, Casalione, Ar et Lopigne, qui sont aussi dans la Piève de la Chinarque, comptent moins d'habitants. En 1818, il y a 104 habitants à Canel et 171 à Saint-André. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, ils ont compté pour 320 habitants pour Saint-André jusqu'à la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, il y a à peu près 80 personnes. Et pour Canel, c'était 240 au début du 20e siècle. Et aujourd'hui, c'est une cinquantaine de personnes. Donc, on voit que aujourd'hui, c'est quand même des petits villages. Voilà.
Alors, on va parler aussi, évidemment, des sources. Alors, qui dit petit village dit aussi source restreinte. Alors, non, on va voir. On a les deux opposés. C'est-à-dire qu'en a Canel, on a une collection de registres paroissiaux très pauvre, puisqu'en gros, elle commence en 1780 pour se terminer en 1803. Oui. Et en fait, il y a quelques lacunes, puisqu'il manque des années comme 1781, 1782, 1795. L'état civil, lui, commence en l'an 6. Par contre, il n'y a aucun acte en l'an 8 et aucun mariage en l'an 9 et 10. Par contre, sur Saint-Andrille, la collection des registres paroissiaux, elle commence en 1690. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment... Et alors, elle couvre les années 1690-1793. Toutefois, il y a des années qui sont manquantes. Par exemple, il manque les mariages entre 1752 et 1768. Il manque des sépultures entre 1718 et 1741. Et ensuite, il manque l'année de 1774. Mais globalement, je veux dire, on a quand même une collection qui est quand même beaucoup plus riche, même s'il y a des trous, puisqu'il manque aussi des baptêmes. Mais bon, ça, on sait que malheureusement... Ah oui, c'est sûr. Il y a quand même des mariages depuis 1690, donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Il y a des registres de taille, justement, qui peuvent arriver à... Oui, parce qu'en fait, par exemple, comme on a 1726, 1728... on peut arriver à reconstituer au moins les familles. Et l'avantage, c'est comme on a les mariages qui commencent en 1790, la majorité des gens qui sont dans cette taille de 1726-28, on arrive à les retrouver. Ensuite, il y a un gros avantage avec la taille de 1728, c'est que souvent, quand les gens ils ont un nom de famille qui descend d'un prénom éponyme, c'est-à-dire quand on s'appelle Maté, on s'appelle... Souvent, dans la taille, quand on retrouve un Francesco, Quondam, Antonio, QM, Quondam, Maté, on arrive à trouver pour certains prénoms l'ancêtre éponyme, celui qui a donné le nom à la lignée. Voilà. Parce que souvent dans cette taille, c'est la période où c'est la personne qui vit autour de 1600, c'est lui qui donne le nom à la famille. Notaire aussi ? Alors, des notaires, il n'y en a aucun sur Canel et Saint-André d'Orchine. Ce qu'on peut dire, c'est que dans le recensement de 1770, on trouve déjà des noms de famille sur certains feux. Par exemple, Gradiane et Casano, Votave ou Paravisine. D'accord. Voilà. Donc, ça permet de faire le lien. Et globalement, je pense que comme les deux villages sont proches, il y a beaucoup de mariages entre les deux. Bien sûr, entre les deux villages. Voilà. On va passer évidemment aux noms de famille. Alors, les noms de famille. Si je les ai séparés par village quand même. Alors, sur Canel, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve Bianchi. On retrouve notre traditionnel Casanova. Oui. Le tour de Corse des Casanova. Le tour de Corse des Casanova. On retrouve ensuite Canel. On retrouve Giustinian. On retrouve Paravicine, Squaglia, Tofane et Vincente. D'accord. Et sur Saint-André, on retrouve Casanova, Ferrand, Graziane, Lec, Paravisine, Stéphanie, Sousine et Vincente. Donc on voit quand même qu'il y a pas mal de noms qui se ressemblent. Et ensuite, il y en a beaucoup qui viennent d'un prénom. C'est pour ça qu'avec la taille de 1600... Par exemple, quand on trouve un Francesco Quondam Santo de Quondam Ferrando, il y a peut-être des chances que ça donne le nom Ferrandi ou un Quondam Stefano qui donne le nom Stéphanie. Donc voilà, ça donne des indications. Merci beaucoup André, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Au revoir. Merci Lisa.